j'en reviens à la question que tu me posais préalablement sur le côté paraître, apparaître, ça n'existe pas. Donc on va à l'essentiel et je parle en mon nom, pas au nom de tous les aveugles, parce que ça serait prétentieux et il faut être euh, humble, quoi. Il faut avoir de l'humilité, parce qu'on est tous différents, même les aveugles sont différents les uns des autres, et ne perçoivent pas forcément la même chose que moi. Euh, pour moi, je vais au brut, à l'essentiel. C'est-à-dire que je vais écouter une personne qui vient d'un pays étranger qui a un accent comme Lana. La première fois où je l'ai vue, je lui ai dit Lana, tu as un joli accent, d'où viens-tu? Alors je ne vais pas dire oh, vous avez un accent, euh, quel est-il quoi? Non, je vais dire il est joli, votre accent, ce qui est vrai. Donc elle m'a répondu je suis d'Ukraine. Tac, je dis, ben, elle est d'Ukraine, t'es un pays de l'Est, parce que j'avais pas trouvé la sonorité d'où elle venait, etc., parce qu'elle parle très bien le français avec un petit accent. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que je vais à l'essentiel. Et c'est la voix. Première chose, la voix. Donc, je suis pas allé voir Lana, lui dire, ah ben, bonjour, j'y ai touché la main, puis je me suis pas mis à lui toucher le visage pour me faire une représentation Ouais, mentale pense de son visage. elle aurait trouvé ça bizarre. Tu sais, ma Voilà. chérie, on a des mœurs un peu particulières ici. Au lieu de se dire bonjour, on se touche le visage. Ouais. Mais ça veut dire que l'image, en tant qu'image, eh bien, ça peut tronquer la donne aussi. Ça tronque la On donne. peut, on peut avoir, comme tu le disais, une image, une a priori sur quelqu'un ou sur une chose, Très rapidement. Hein. ah, c'est instantané. Et se dire, putain, mais lui, quel dégaine il a, oh Et là après, tu là. remarqueras que quand ça part sur une mauvaise image, qui est juste visuelle, après, tu as tout le reste qui va en découler. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Après, si la voix, si malheureusement la voix n'est pas Même, adaptée, même la voix aurait pu te plaire, mais ouais, dès que tu as vu l'image, après tout le reste, ça va plus du ouais, tout. ouais, c'est exact. Après, il y a d'autres dimensions. D'ailleurs, tu vois, c'est une question que j'avais prévu de te poser. Est-ce que, au-delà de ces sens-là, hein, des quatre autres en fait dont on a évoqué, moins donc le premier qui était la vue, est-ce que ça t'arrive d'avoir un tel ressenti aussi fin que tu arrives à ressentir la résonance d'une personne, même si tu es coupé complètement des sens? Est-ce que ça a développé en toi ce qu'on appelle la résonance, en fait, quelque part? Tu vas sentir vraiment quelque chose, quelqu'un, mais le ressentir au fond de son âme, sans forcément avoir les informateurs des capteurs sensoriaux. Oh, C'est une ça, question difficile. ça c'est difficile parce que, Parce que, excuse-moi, je vais ouais, préciser ma question. Des fois, ça arrive. Alors, bon, nous, on est voyants, machin, etc., donc on est influencé. Mais des fois, très rapidement, euh, des fois, presque, tu vois même pas la personne, mais tu sais déjà, quelque part, c'est rare hein, chez nous, mais euh, que c'est une bonne personne. Il y a une vibration, quelque part. Est-ce que ce genre de vibration, qui n'ont rien à voir avec les capteurs de nos sens, est-ce que ce genre de vibration, elle s'est améliorée? Tu vois ce dont je veux je parler? sais pas si elle s'améliore, mais elle existe. Ça c'est sûr parce que il y a des gens, des personnes qui dégagent quelque chose, hein, avec lesquelles on se sent En phase. bien. Mhm. Pour des raisons curieuses, ça peut être, par exemple, il y a des gens où tout de suite il se crée quelque chose qui fait qu'on a l'impression de toujours les avoir connus, Mhm. d'avoir un passé, un itinéraire de vie avec eux euh, qui est long dans le temps. Alors que non, ça fait que une heure nous sommes ensemble. Voire moins, même des fois. Hein. Des fois, c'est presque instantané. Hein. Oui, ça peut arriver d'être instantané, de se sentir bien, parce que je crois que on dégage des ondes aussi. Ben oui, on dégage des ondes. Mhm. Je pense que oui. Mhm. On dégage quelque chose. Chaque être humain dégage quelque chose, quoi. Comment ça s'est passé? On va revenir un petit peu en arrière, parce que c'était très intéressant tout ça. Bon, on va y revenir aussi, mais on va un petit peu revenir en arrière. Tu as évoqué l'amour, que c'était... Enfin, on n'a pas besoin, tu as dit une phrase qui était très belle, c'est qu'on n'a pas besoin de voir pour aimer. Je trouve ça très, très puissant. Comment ça s'est passé, toi, après, dans les relations? Alors, tu me disais, avec
avec une copine à cette époque-là. Est-ce que c'est devenu la femme de ta vie ou tu en as Pas rencontré du d'autres? Non, pas tout, du tout. pas du tout. Non, 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 non. Oh là non, parce que là, quand on est jeune, c'est cette espèce aussi de brutalité. C'est-à-dire, on sait très bien, par exemple, quand tu es au collège, au lycée et tout, la personne handicapée, on n'a pas envie de l'avoir avec soi parce que l'être humain, il est violent. Il a ce côté de violence consciente ou inconsciente, mais qui fait que les personnes différentes sont rejetées. Tu deviens un fardeau, en fait, quelque part. Exactement. Donc, non, 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 je veux plus être avec toi parce que tu es handicapé, quoi. Ça, tu l'as pris, ça. Oui. Et là, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que non seulement tu te prends des coups violents parce que tu as un accident, tu te prends un coup violent parce que tu perds la vue, tu te prends un coup violent parce que le père, euh, qui certes t'aime, mais te dit, ben, t'as perdu la vue et c'est brutal, et tu te prends un coup parce que tu n'es plus le même, et tu te prends un autre coup parce que la copine de l'époque te dit ça. Donc t'as l'impression d'être un punching ball, quoi, c'est-à-dire Hmm. tu es face à la vie qui te boxe. C'est la vie qui me boxe à ce moment-là. Hmm. Et elle me boxe dans tous les sens. Quand je suis, euh, à ce moment-là, je suis comme dans une centrifugeuse, quoi, dans une machine à laver, quoi. Je suis voilà, dans les soreuses. Hmm. Et ben ouais, c'est dur. Alors après, bien sûr que j'ai rencontré une femme qui est devenue ma femme, quoi, et la mère de mes deux filles. Et bien sûr que là aussi, c'est une histoire d'amour, mais on la vit différemment, c'est-à-dire on va se découvrir par le toucher. Voilà, tu vois plus le corps, mais tu le découvres en le touchant. Et c'est là où je dis que c'est beau parce que l'image que tu as, on en revient également à l'image de tout à l'heure, elle est effacée, quoi. Et c'est tes doigts, et c'est le grain de la peau, c'est les courbures d'un corps, c'est l'odeur, c'est la voix, c'est tout ça qui font que tu crées l'image, tu crées ta propre image de la personne que tu aimes. Et est-ce qu'en définitive, quand tu tombes amoureux d'une personne à ce moment-là, quand tu as plus la vue, est-ce que peut-être tu es pas plus amoureux que si tu avais la vue? Non, 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 je crois pas, parce que la beauté, on l'aperçoit différemment, hein, puisque, comme on le dit depuis tout à l'heure, il n'y a plus d'images, il y a d'autres sens qui nous ont permis de nous faire une idée. Il y a le regard aussi des gens autour de soi, il faut pas l'oublier non plus. Je ne suis pas à cette époque-là, ou même aujourd'hui, je ne suis pas dans une solitude absolue. Il y a encore des yeux qui me décrivent les choses également. Les yeux d'amis, de gens qui m'entourent, de mes deux filles. Et je crois que le sentiment, il y est, parce que c'est ce sentiment quand on est amoureux, où on a des papillons dans le ventre, là, où c'est, comment dire, il y a tout, tu as tout notre corps, que ce soit pour les femmes, je l'espère, mais je ne suis pas femme, mais pour les hommes, voilà, ce sentiment, c'est un peu cette boule au ventre, ce côté voilà, j'ai rencontré une personne, sa voix me plaît, son odeur, sa façon d'être, sa façon de penser, sa réflexion, tout ça se construit. Alors, est-ce qu'on peut avoir un coup de foudre comme on l'a quand on a la vision? Je pense que c'est différent, et je crois que c'est, comment dire, ça monte crescendo en puissance, hein, c'est évolutif, Mhm. ce sentiment amoureux. Alors voilà, donc je l'ai connu euh, parce que l'amour c'est quelque chose d'évolutif aussi, hein. On est amoureux, mais l'amour c'est quelque chose il faut renouveler tout le temps. Il faut toujours avoir l'esprit d'imagination pour que ça dure dans le temps. Et on est deux. Donc il faut que ça se passe à deux, tout cela. Ce qui est
Ah, ben tu vois, une notification. Une notification. Ce qui est intéressant dans ce que j'étais en train de dire, enfin pour moi, c'est que euh, le côté amoureux, oui, je crois que c'est ça, il se construit petit à petit, mais même quand on y voit, mais l'image prime encore une fois de plus, quoi. Paf, on voit quelque chose de beau, que ce soit un homme ou une femme, peu importe les genres. Il y a la beauté, il y a l'expression, il y a la posture. Hein, c'est la première chose. Et il y a la distance. C'est-à-dire qu'on ne touche pas encore la personne. Nous, c'est la voix, on en revient à ça, et puis après le toucher. Mais le sentiment amoureux, il se construit de la même façon. Bon, j'ai été amoureux de la mère de mes 2 filles, et puis bon, après ça s'est mal terminé, mais c'est la vie. Et après, quand j'ai rencontré Chantal plus tard, ça a été pareil. C'est-à-dire que il y a une voix, il y a son comportement, sa façon d'être, la douceur de la voix. Il y a le côté tactile aussi. Et puis il y a le côté vis-à-vis de la personne handicapée visuelle, le côté de bienveillance. Donc là, ma première femme, elle avait des problèmes de vision. Chantal aujourd'hui n'en a pas. Donc j'ai été des 2 côtés de la barrière. Hein, à la fois à titre personnel sur voir et ne plus voir. Et pareil pour mes aventures amoureuses et humaines. Voilà. Mais je crois que le sentiment d'amoureux, c'est, je crois, le plus beau des sentiments, quoi. On peut être amoureux des personnes et puis aussi des choses, quoi. C'est multifactoriel tout ça. C'est, euh, C'est c'est essentiel, beau. c'est Oui. essentiel. Essence, Oui. essence du ciel. Tiens, je veux une question. Amoureux, amour, je crois que c'est la seule chose qui peut, l'amour, sauver l'humanité. Je crois que c'est la chose la plus forte. Je dis chose parce que je ne sais pas le matérialiser. La C'est force. la chose la plus forte. La Une force. force, la force, oui, la force, ça pourrait être qui peut embarquer l'humanité sur un meilleur chemin. Je crois que oui. L'amour, on en revient à tout à l'heure, ce qu'on disait, hein, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'environnement dans lequel on évolue. Amour, respect, tout ça, c'est vaste, mais je crois que oui, oui, c'est une force. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Si je te dis que c'est important de donner du sens à nos sens, ça te fait réagir? Donner du sens à nos sens, oui, ça me fait réagir parce que au travers de nos sens, on peut faire des choses. C'est-à-dire que on en revient, le sens tactile. On peut donner du sens, c'est-à-dire faire des choses avec nos mains. On peut fabriquer des choses avec nos mains. Donc on donne du sens à nos sens. L'ouïe, c'est la même chose. Écouter, l'écoute. On donne du sens à ce sens-là. C'est-à-dire être en capacité d'écouter l'autre, par exemple, ou écouter une belle œuvre musicale. Donc, à ce sens-là, on y donne du sens. Ben, le langage, hein, la voix humaine, hein, les mots, quand on parle, quand on dialogue, quand on échange, par la parole, euh, oui, c'est un sens et on peut donner du sens à la voix, bien sûr. Après cet accident, euh, tu t'es reconstruit, ça a mis un certain temps, et il a fallu que tu deviennes de plus en plus autonome. Est-ce que tu as voulu à ce moment-là te dire, est-ce que je vais subvenir à mes moyens, c'est-à-dire est-ce que je veux euh, travailler et gagner de l'argent même en étant non-voyant? Est-ce que tu as voulu t'inscrire encore dans un projet professionnel? Alors, je ne me suis pas inscrit dans un projet professionnel parce que d'ailleurs, je me suis d'abord préoccupé
à cette époque-là de trouver des solutions sur le plan médical pour voir si on pouvait faire des greffes de cornée, retrouver un peu d'acuité visuelle. Ça, c'était l'espoir. Mais comme je dis, l'espoir, c'est le moteur de l'homme. Donc cette espérance-là m'a quelque part motivé à y croire encore. Donc j'ai eu des greffes de cornée, j'ai reperdu la vue, donc ça a été compliqué. J'ai fait des études de kinésithérapie à Villeurbanne où j'avais rencontré mon épouse, mais ça a été compliqué. Entre-temps, je perds mon père, donc une fondation qui s'écroule. Donc là, je suis quand même bancal. Donc déjà que c'était difficile pour moi Quand tu parles de fondation, d'être stable. Fondation, je parle fondation, le papa qui meurt, quoi, qui s'en va. Ah oui, pardon. Je croyais. C'est un socle. Oui, bien sûr. Et quand on est sur les deux socles, il y a les parents. Oui, bien sûr. Qui vivent ensemble ou qui vivent séparément. Bon, là, à l'occurrence, ils vivaient ensemble. Donc je deviens un peu, pas un peu, beaucoup bancal. Donc c'est une fois tu perds la vue, un an après tu perds le papa, donc je perds beaucoup de choses. Et si tout ça c'est compliqué. Alors penser à travailler, à faire quelque chose, gagner de l'argent, c'est pas ma préoccupation. Pas une priorité, c'est me reconstruire moi d'abord, apprendre à vivre différemment. Ça a mis du temps, ça, Fred? Oui, mais j'y suis encore dedans. Tu y es encore. Et ça fait 45 ans. Donc j'y suis encore dedans, je veux dire. C'est tous les jours. Tous les jours qu'il faut que je trouve des astuces pour vivre normalement en étant le plus autonome possible. Car dans cette maison, je vis tout seul. Mais voilà, parce que c'est la vie qui fait que c'est ainsi. Non, on essaie toujours de se construire et d'acquérir de l'autonomie. Donc après, une fois que j'ai rencontré mon épouse à cette école de kiné, enfin cette femme qui deviendra mon épouse plus tard, il y a la naissance d'un enfant, tout de suite c'est différent. Donc moi j'adore cuisiner, je cuisine, je fais les courses, on crée cette galerie d'art plastique à Avignon où moi c'est mon activité parce que j'ai des amis de Soman qui étaient dans le milieu de l'art et eux ont créé une association, on fait la promotion d'artistes plasticiens à Avignon. Pendant ce temps-là, mon épouse, elle travaille à l'EDF et moi je m'occupe à la fois à mi-temps de l'association et en même temps de ma fille aînée qui 7 ans après il y en aura une deuxième, voilà, Fanny et Manon. Et c'est s'occuper d'elles, c'est d'aller faire les courses, etc., de faire à manger, de les amener aux activités, de les changer, de les laver. Donc là aussi, le toucher compte beaucoup. Découvrir son enfant. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir retrouver la vue pour les voir, quoi. Ça oui, j'aimerais voir les gens que j'aime. Et je les ai touchés, quoi. J'ai touché leur visage, j'ai touché leurs pieds pour mettre les chaussures à l'endroit et pas intervertir les chaussures des pieds. Je les ai lingées, baignées. Ouais. J'ai fait ça. Mais j'ai pu faire tout ça parce que à la naissance de la deuxième, de Manon, j'ai pris la décision, et là j'étais un peu inquiet, de faire un stage de réadaptation à cet handicap pour acquérir de l'autonomie dans le déplacement. Donc j'ai appris la technique de canne blanche. C'était, je sais pas, je devais avoir une trentaine d'années. Et une dizaine, douzaine d'années après mon accident de voiture. Et là, j'ai appris qu'il existait des chiens guides. Donc je me suis orienté vers le chien guide. Et j'ai eu mon premier chien guide qui a transformé ma vie. Mais transformé. Parce qu'il y avait toujours ce regard de l'autre qui me disait, putain, ouais, d'accord, oh, l'aveugle de service qui passe avec sa canne blanche. Et la problématique que j'avais à l'époque, Avignon, qui est une ville latine, avec plein de pavés, des trottoirs étroits et tout, c'était ingérable à la canne. Et le chien, ça a été un déplacement beaucoup plus fluide, et ça m'a permis de rencontrer des tas de gens incroyables. Le regard des gens avec un chien change par rapport à une canne?
complètement. Je le disais ce matin, j'ai été interviewé à Marseille, à la radio juive marseillaise, et on m'a posé cette question. Mais le chien, le chien, c'est un aimant social, il catalyse, il fédère. C'est un. Le chien guide. Chantal Michel, 15h44, de notification. Le chien guide, c'est celui qui va vous amener vers les autres. Quand on est privé de la vision, on ne sait pas comment on va faire pour aller vers les autres. On ne sait pas, je ne sais pas où tu es. Si tu es dans la pièce, comment je fais pour aller vers toi, t'interpeller si j'ai besoin d'un renseignement ou quelque chose. Donc le chien, oui. Le chien, il va tout de suite attirer l'attention des gens qui m'entourent. Tout de suite, on va me dire, mais monsieur, vous avez un joli chien, comment s'appelle-t-il? Donc le chien, ça a changé ma vie. Pour moi, je le disais ce matin à la radio juive marseillaise, où on me posait cette question-là, je disais que c'est un aimant social. Il est la passerelle entre moi et les autres, et autrui. C'est très important de pouvoir, et vous allez comprendre la dimension et le rôle que peut jouer un chien guide. C'est important pour moi de pouvoir parler à l'autre. Si aujourd'hui je vous parle et que je sens que j'existe, c'est parce qu'en face de moi, j'ai des interlocuteurs, j'ai des êtres humains. Moi, tout seul, je suis mort. Et alors, il y en a qui vivent solitaires dans la nature. Bon, ils parlent aux arbres, c'est leur façon d'exister aussi. Mais moi, c'est les êtres humains. Et j'ai besoin de ça. Parce que c'est grâce à eux, bien que je me suis construit, que j'ai appris beaucoup de choses, c'est grâce à leur regard, c'est grâce à leur connaissance, c'est grâce à l'aspect pluriel des gens qui m'entourent, de l'ensemble des cultures différentes qui font que j'ai appris, j'ai musclé mon esprit et je suis ce que je suis. Et le chien me permet, et m'a permis pendant 20 ans maintenant que je suis guidé par un chien guide, de poursuivre cette évolution-là, et il m'amène vers les autres. Quoi de plus beau que d'aller vers les autres? Alors que j'ai depuis tout petit, on m'a appris l'échange, l'ouverture, l'acceptation aussi, accepter que les autres soient différents. Eh bien, grâce au chien guide, je poursuis cette aventure-là. Alors ça ne résout pas tous les problèmes de la vision, ou voire de l'autonomie. Ça favorise de l'autonomie, mais ça ne résout pas l'ensemble des problèmes qui se présentent à une personne handicapée visuelle. Mais le chien, c'est à la fois fusionnel, c'est celui qui ne te juge pas. Tu lui parles, tu peux te confier à lui. Tu vois, il est là, il t'écoute, il ressent. Le chien ressent quand tu vas bien ou pas bien. C'est vraiment une éponge affective. Hein. Et moi, ça m'a permis non pas de travailler, mais ça m'a permis de permettre d'accompagner mes filles dans leurs activités à l'école, d'aller faire des courses, de cuisiner pour ma famille, de pouvoir tenir cette galerie d'art plastique toutes les après-midi, d'avoir des activités culturelles et d'aller à la rencontre des gens et d'être inclus dans la société. Je ne conçois pas l'handicap comme quelque chose qu'il faut mettre à part, qu'on met à l'extérieur, mais on met dans la société, on fait partie de la société. Et peu importe l'handicap que l'on ait, que ce soit un handicap mental, moteur, sensoriel ou autre. Et puis tout le monde a un handicap, quoi. Et il n'y a pas de degré. Il y a des gens qui sont mal à l'aise parce que... Est-ce que la timidité, c'est pas un handicap aussi? Il
faut peut-être se poser des questions aussi. Est-ce que de ne pas vouloir parler en public, d'avoir des gènes, c'est pas un handicap? Voilà, il y a une multitude d'handicaps. Mais là, on est dans l'handicap lourd. Voilà, compliqué, pas simple. Mais je crois qu'il peut... Moi, enfin, je suis sûr, et c'est pour ça que j'ai fait cette école pour les enfants aveugles, mais je suis sûr que le chien transforme la vie et nous sort quelque part de cet handicap qui peut être... on peut le vivre un peu comme une prison aussi. Vous voyez, je cite toujours cette phrase de Victor Hugo qui dit « La porte d'une école qui s'ouvre, c'est une prison qui se ferme ». Eh bien, peut-être que le chien guide, ou l'école que j'ai créée avec mes amis, eh bien, c'est une ouverture qui permet, l'ouverture la porte d'une école qui s'est ouverte au monde de l'handicap visuel, notamment pour les enfants, et qui leur permet de s'échapper, quoi, avec leur chien guide, de partir seul avec leur chien sur l'aventure qu'est la vie, quoi, avec ces moments de bonheur, ces moments de souffrance, ces moments fluides, ces moments tranquilles, ces moments paisibles, et ces moments avec plein d'obstacles et de dureté et de violence. Voilà, ouais, le chien, c'est... Et après, ça m'a permis non seulement d'aller vers les autres, mais d'être porteur de projets. Ça m'a permis de faire des films un peu plus engagés, parce que j'ai été depuis l'âge de 14 ans dans le milieu associatif dans mon petit village. Et donc j'ai continué, parce que je crois que association, c'est un mot magnifique. On s'associe ensemble autour d'un projet, autour d'un objectif. Et c'est quelque chose de s'associer. C'est beau, alors qu'on vit maintenant dans un monde de plus en plus individuel, où on nous colle de faire du télétravail chez soi. Et non, on s'associe. On fait les choses ensemble. L'humanité, c'est une multitude d'individus qui vivent, oui, alors on est tous différents, on s'aime plus ou moins, des fois on ne se supporte pas, mais par contre, ensemble, faisons. Et c'est ensemble qu'on change les choses. Je l'ai vu, moi, dans toutes les associations où j'étais à l'initiative de porter divers projets, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan beaucoup plus caritatif, social, comme l'école de chien guide pour les enfants aveugles, ou de faire des films parce que j'étais engagé politiquement en me disant, les fours crématoires, ça existait, un petit peu les thèses négationnistes qu'il y avait fin des années 1990, début des années 2000, de me dire, moi j'arrête de manifester, je vais interviewer les gens qui ont vécu cette période-là pour en faire un documentaire destiné aux enfants des écoles et des collèges et des lycées. Eh bien, le fait de ne pas voir, ça ne m'a pas freiné. C'est-à-dire que j'ai pu aller parler à ces gens qui avaient vécu des choses terribles, la guerre, les camps de concentration, la torture, toutes ces choses-là, des gens qui ont résisté, qui ont su dire non, et qui ont témoigné. Et ça, c'est anecdotique, mais quand j'ai filmé 14 avec mes amis, 14 personnes, hommes et femmes, parce que je voulais qu'il y ait des femmes qui témoignent dans ce film qui s'appelle Inimaginable, parce que les femmes, elles ont un regard aussi sur la violence qui est différent. Elles ont vécu cette période-là, cette triste période de la Deuxième Guerre mondiale, avec un regard différent et un ressenti différent. Donc je voulais qu'il y ait un équilibre homme-femme. Eh bien, quand je leur disais, j'avais pris contact des gens que je connaissais, qui avaient vécu cette période-là, je les appelais au téléphone et je leur disais, je vais venir vous filmer avec un copain. Alors donc, je vais venir vous filmer avec un copain, et
Elle me disait, ben d'accord, venez tel jour. Je dis, alors, je me fais accompagner, j'ai un chien guide, ça vous dérange pas? Parce que je suis aveugle. Et ben, elle croyait pas, elle croyait que c'était une blague. Elle croyait que le fait que je les prenne au téléphone, je leur dis, je veux faire un film sur votre histoire, un documentaire destiné aux enfants des collèges et lycées, mais je suis aveugle, elle n'y croyait pas. Donc, il a fallu se battre pour pouvoir, les convaincre que j'allais venir les voir. Et une fois que j'étais installé, que j'avais mon ami Claude Augier à la caméra qui filmait, et moi je faisais l'intervieweur, quoi, je posais des questions incroyables. Elles ont dit des choses qu'elles n'avaient même pas dit à leurs propres enfants, sur ce qu'elles avaient subi dans ces camps, notamment les femmes, qu'elles avaient perdu leurs règles, parce que tellement qu'elles étaient sous-alimentées, tellement qu'elles avaient subi de la violence corporelle, etc. C'était tellement émouvant qu'elles se sont lâchées. Et peut-être que c'était le fait que je ne les vois pas. Peut-être aussi, oui. Le fait que je ne vois pas l'expression de leur visage, que je ne vois pas leur émotion, parce que là, venait à leur esprit. Elles étaient, quand je les ai interviewées, elles étaient encore dans les camps. Et ça, moi, je ne les ai pas vues avoir les yeux brillants de larmes. Mais je l'ai senti dans leur voix, quoi. C'était extraordinaire. Et le chien m'a permis ça aussi, de découvrir une salle de montage, comment on monte un film. Alors ça paraît complètement dingue, quelqu'un qui ne voit pas, qui participe à la réalisation d'un documentaire. L'image. Qu'est-ce que c'est qui a fait que je n'y vois pas? Je me pose encore la question. Je n'y vois pas, j'ai une galerie d'art plastique où c'est visuel, c'est-à-dire peintre, sculpteur, photographe. C'est génial. Je fais un C'est film, génial. c'est étonnant, hein? Non, mais c'est génial, je trouve. Je fais un film sur la résistance et la déportation, j'en ai fait d'autres, mais notamment celui-là, paf, c'est de l'image. C'est incroyable. Je trouve ça génial, moi. Eh bien, je pense, sur l'handicap visuel, je fais quelque chose pour les enfants. Parce que ça n'existe pas, une école de chien guide pour les enfants aveugles. Alors dis-nous un petit peu comment... Paf, je vais y venir, mais Vas-y. finis mon raisonnement, c'est très important. Tout est lié à l'enfance. Tout, bien sûr. Tout. Mais tu sais, la première question qu'on te pose, elle est loin d'être innocente. Tout est tu lié. vois. Et tout au long de votre vie, c'est-à-dire que c'est les premières années de votre vie où tout se construit, tout ça, je le répète tout au long de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en lien avec des artistes plasticiens dans mon petit village. Je découvre ce que c'est que la peinture. Je découvre ce que c'est que la sculpture. Je découvre ce que c'est que la littérature. À côté de moi, ma maison, c'est Jocelyne François, prix Femina. Donc c'est une écrivain qui est à côté de moi, que je rencontre, que je suis petite. Elle me fait rencontrer. À l'époque, je croise tout jamais, je sais à peine qui c'est, mais René Char. Donc, elle me fait découvrir la poésie. Et ça, je le retrouverai plus tard. Donc, peinture, je fais une galerie de peinture. L'image, cinéma, pourquoi? Parce que quand je suis petit, quand j'ai 14 ans, je fais partie du foyer rural, le milieu associatif dans mon village, il y a un ciné-club. Tous les mois, on reçoit des bobines qui viennent de la FOL, de la Fédération des œuvres laïques, et il y a une sélection qui est faite tout au long de l'année. Dans la salle des fêtes, on projette des films. Donc, j'ai vu à l'époque Le voleur de bicyclette, les films de Max Linder, les Max Brothers, tous ces films-là muets, et puis des films comme Affreux, Sale et Méchant, enfin, tas de films italiens, films Oui, français. celui-là, Affreux, Sale et Méchant, il est terrible. Celui-là, Celui-là, c'est terrible. Je crois que pain au chocolat, la période où la Strada de Fellini, c'est la période où le cinéma italien est au summum de ce qu'il peut être. Eh bien, hop, je vais faire moi des films. La littérature, hop, on me propose l'année dernière, Anne Carrière, l'éditrice, d'écrire un livre sur toute mon histoire. qui est derrière nous là-bas. Voilà. Un Donc, guide dans ma vie. voilà. Dans Donc ma vie, pardon. c'est incroyable parce que je rencontre donc des écrivains aussi, à l'époque, hein, et paf, je vais écrire quelque chose. J'ai adoré l'école de mon village.
Mais vraiment, j'ai adoré parce que on était 15, c'était sympa, quoi. Les grands faisaient lire les petits. C'était magique. C'était l'école magique. Vous voyez? Où dans la classe, il y a les odeurs, il y a l'odeur de la craie, il y a les couleurs, il y a la beauté des enseignants, petite classe. Donc les enseignants, l'instituteur prend du temps pour vous accompagner dans votre structuration. Eh bien pareil, j'ai voulu que cette école-là, pour les enfants aveugles et malvoyants, elle soit comme ça, où les enfants s'y sentent bien, qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des odeurs, et qui les gens qui travaillent dans cette école, eh bien soient tous, quelque part, des instituteurs. Alors, on va y revenir. Comment ça s'est passé, l'idée de vouloir faire cette fondation? Il y a eu un déclic, une rencontre particulière qui a fait que tu t'es dit, allez, je me lance, je fais la fondation pour les chiens guides d'aveugles. Oui, ça se passe toujours à Avignon. On organise dans le cadre de ma galerie, on avait lancé une manifestation en 1995 qui s'appelle le Parcours de l'Art, qui existe encore aujourd'hui, qui était une manifestation sur 15 jours, 3 semaines, au mois d'octobre, où on permettait aux artistes, connus ou moins connus, toujours cet esprit de mixité, hein, pas toujours ne pas être dans l'élitisme, mais de faire rencontrer les gens, de montrer leurs travaux au cœur de la ville d'Avignon, en créant des passerelles aussi avec les quartiers périphériques, parce qu'il y a cette ceinture-là, cet intramuros, hein, intra-extra. Donc intra côté bourgeois, etc., et extra beaucoup plus populaire. Donc passerelle, on passe par-dessus les remparts. Nous dans notre esprit, on crée de nouvelles portes. Il y a des portes pour entrer et sortir des remparts. Eh bien nous, on en crée d'autres sur le plan culturel. Mais toujours avec beaucoup d'humilité. C'est très important, il faut rester humble dans la vie. Sans prétention, en essayant de faire les choses simples, sans prise de tête. Et là, on crée cette manifestation où il y a des... C'est un peu insolite. Le but, c'est de provoquer chez le public, pendant 3 semaines, un peu, au bon sens du terme, un électrochoc. Les gens passent devant une vitrine d'un magasin de vêtements. Tiens, ils voient... ils se disent, mais mince, c'est plus le magasin de vêtements, donc ils regardent l'enseigne. C'est toujours les vêtements, mais ils regardent la vitrine. C'est une installation ou des tableaux qui sont exposés. Donc on perturbe l'esprit des gens, on provoque. Intéressant, mêlé avec des lieux beaucoup plus prestigieux, des cloîtres, des galeries connues. Voilà. C'est un parcours dans la ville d'Avignon, avec en même temps des conférences sur l'art contemporain, parce qu'on est plutôt axé sur l'art contemporain à ce moment-là. Moi, je découvre aussi, j'étais plutôt dans le figuratif, dans ce qui est palpable et compréhensible. Là, on est plus dans le côté contemporain, donc je découvre et j'apprends à comprendre, j'apprends à écouter aussi et j'apprends à comprendre, oui, c'est ça. Et là, une rencontre à ce moment-là particulière? Et une rencontre parce que pendant ce parcours de l'art, il y a un invité d'honneur. Et en 2003, on organise quelqu'un d'un peu de prestigieux. Et là, à cette époque-là, on organise l'exposition de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, au cloître Saint-Louis. Et c'est lors de cette exposition où il y a ces photos, elles ont été transposées pour la première fois par Alain Micli, qui est un créateur de lunettes, qui a transposé en plaque tactile les photos de Yann Arthus Bertrand. Génial. Oui, parce que Yann Arthus Bertrand, la première exposition qu'il a faite, c'était sur les grilles du Palais du Luxembourg. Et il y a eu une visite d'une classe d'enfants aveugles avec leurs enseignants. Et ils lui ont posé la question, pouvez-vous nous décrire ces photos?
non, ben, la terre vue du ciel, décrire la terre vue du ciel, c'est pas simple. Et Yann s'est rendu compte qu'il y avait une tranche de la population qui n'avait pas accès à ces images. Eh ouais, on pense toujours quand on fait de la photographie aux gens qui voient, mais pas à ceux qui ne voient pas. Et là, il a l'idée d'essayer de... Alors il fait appel à Stark, son ami, et puis on l'aiguille vers Alain Micli, et Alain Micli transpose quelques photos en plaque tactile de la Terre vue du ciel. Et là, c'est intéressant parce que on expose ces plaques tactiles, il vient beaucoup de monde, etc. Et puis, il y a un ami instituteur, oui, qui cite parfois cette phrase de Paul Valéry, me semble-t-il, qui dit instituteur qui institue l'humanité dans l'homme. Ouais, moi, je préfère instituteur que professeur des écoles. Hein. Instituteur, pour moi, c'est une institution, l'école, et instituteur, c'est comme ça que je le vois. Et donc, je dis toujours instituteur. Et il me dit, moi qui avais des élèves, Frédéric, est-ce qu'il existe, avec tout ce que tu fais avec ton chien guide, c'est superbe, est-ce qu'il existe des écoles de chien guide pour les enfants aveugles? Oh, bonne question. Et tout part de là. Donc on se met, lui il cherche par internet, moi je cherche en 2003 par mes moyens. J'appelle les écoles de chien guide pour adultes parce qu'il y en a une dizaine en France, pour voir s'ils offrent des chiens à des enfants. Bon, c'est vraiment la méconnaissance complète sur ce sujet me concernant, et on me fait cette réponse, que ce soit en France ou en Europe, on ne donne pas de chiens en dessous de 18 ans. Les raisons évoquées à l'époque, je les comprends aujourd'hui. C'est que l'enfant, entre 12 et 18 ans, n'a pas suffisamment de maturité au niveau de l'approche de la gestion du chien guide, hein, de son approche, de sa gestion. Oui, il le voit un peu comme si c'était un jouet. Voilà, on dit il va manquer de maturité. Un chien guide, quand même, il faut s'en occuper. L'adolescent ou préadolescent, il a d'autres préoccupations à cette période-là de sa vie, d'autres préoccupations que de gérer un chien. Et moi, ça me perturbe, ces réponses. Je crois elles m'ont choqué à l'époque. Et j'ai fait un pas dans le temps, comme si j'avais 13 ou 14 ans. Et je me suis dit, est-ce que tu aurais été en capacité de gérer un chien à 13 ou 14 ans ou 12 ans? Et moi, je me suis dit, ouais, déjà, on avait un chien à la maison, c'est moi qui lui donnais à manger, c'est moi qui le faisais boire, c'est moi qui le brossais. J'ai dit, mais si c'est que ça. Et je me suis dit, mais après le reste, c'est facile, quoi. Les enfants sont, je pense, suffisamment matures et la capacité pour pouvoir se déplacer. Alors, je trouve vraiment à cette époque-là que c'est une double peine, quoi. Ouais, double injustice, double peine. Cet handicap, je le connais, il est pas facile à vivre, je crois, au quotidien, parce que c'est compliqué. La vie est dure, la vie est pleine d'obstacles, donc il faut les aborder les uns après les autres, et du matin au soir, eh ben, on a devant nous plein d'obstacles. Donc je me suis dit, c'est dur pour eux, donc déjà ça me faisait profondément de la peine que des enfants puissent vivre cet handicap-là. Ça me touchait, ça me troublait, et je trouvais ça vraiment injuste. Et la deuxième injustice pour eux, c'est qu'on ne leur laissait pas le choix entre la canne blanche et le chien guide. Donc je dis, il faut que je fonce, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Et vraiment, vraiment, j'ai imaginé quelque chose, une école, comment elle pourrait être. Alors bien sûr qu'on prend des idées à gauche et à droite, c'est parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des gens qui ont eu des expériences de vie, donc on va glaner un peu à gauche, à droite des choses.
mais quand même le rêve, il est là, quoi. Alors, est-ce que c'est un rêve dans le sommeil, un rêve éveillé? Il y a l'imagination, mon imagination a énormément fonctionné, nuit et jour, et je me suis lancé dans ce projet, mais à fond, quoi. Comment tu as réussi à convaincre les gens pour te soutenir? Je crois que les convaincre, c'est... Si je les ai, je pense que si les ai convaincus, c'est parce qu'ils ont vu en moi, je crois, hein, et puis c'est pas du tout une idée prétentieuse. Je crois que j'avais un discours clair, et je pense qu'ils ont vu que j'y croyais vraiment, quoi, que rien n'allait m'arrêter. Parce que j'ai fait face quand même à l'époque à des murs, le mur des institutions. C'est difficile Ils t'ont mis des bâtons dans les roues? Oui, c'est sûr que, oui, bien sûr, c'est sûr que les institutions dans notre pays, il y a le côté administratif, il y a les choses qui sont compliquées, même aujourd'hui, hein, il ne faut pas croire. C'est que tout ce qui est novateur, tout ce qui innove, tout ce qui bouscule les choses établies, dérange. Eh oui. Dérange et perturbe. Eh oui, Donc tu surtout, mets en cause en fait une forme voilà, de hiérarchie. exactement. Surtout, ne changeons pas quelque chose qui fonctionne, dans laquelle nous sommes confortablement installés. Alors imaginez, vous avez une fédération française de chiens guides qui est là, niette en dessous de 18 ans, la fédération internationale de chiens guides, pareil, et il n'y a que le Canada, la fondation Mira, où je me suis rendu dès 2004 pour les rencontrer, qui eux donnaient des chiens à des ados. Et ils m'ont dit, mais ça marche, quoi. Fais ton expérience. Et là, je fais mon expérience, c'est-à-dire qu'il faut trouver un enfant, il faut trouver des chiens, il faut que j'essaie pour comprendre. Et ils me donnent bien sûr des tuyaux, comment on prend en charge un gamin, etc. etc. Et là, je reviens au point de départ à l'école de kiné à Villeurbanne, où je savais qu'il y avait, attenant à l'école de kiné, à l'époque, il y avait un collège où il y avait des enfants qui apprenaient l'enseignement général, mais également les techniques de canne blanche, etc. Donc je m'y suis rendu, j'ai rencontré l'équipe éducative, etc. Je leur ai dit, voilà, j'ai un projet, c'est un recto verso, hein. J'ai un projet, je veux créer la première école d'entraînement de chiens guides, et je voudrais l'expliquer aux enfants que vous avez là scolarisés et aux parents. Donc on organise une conférence avec les parents, les enfants. Je présente un film où je me suis filmé moi-même dans mes déplacements, avec des amis qui filmaient en grand plan. On avait une image de moi et de mon chien dans la ville d'Avignon, et j'avais été équipé d'une caméra dans une branche de paire de lunettes et un enregistreur que m'avait prêté Alain Micli, le créateur de lunettes. Donc, avec ce film-là qu'on a monté, on voyait vraiment, dans mes déplacements, ce que je ne vois pas. C'est-à-dire que les parents, l'équipe éducative, voyaient, ou le large public, voyait au travers de ma caméra que j'avais sur mes lunettes, voyait l'environnement dans lequel j'évoluais, mais que je ne vois pas moi. Donc ça donne des images assez perturbantes, surtout quand j'avance et qu'il arrive des gens en face de moi qui au dernier moment, hop, s'écartent, parce que j'arrive en face d'eux. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, il se présente une jeune fille qui plusieurs, et c'est mon chien guide, et une jeune fille qui est s'échaffe à l'époque, et qui me dit ah, moi, je veux bien tenter l'expérience avec vous. Marlène, elle a 14 ans, elle est la tête rentrée dans les épaules, un peu introvertie, elle marche un peu les pieds un peu en canard et tout. Il y a la surprotection de la maman. Et on lui fait essayer à son domicile, sur un parcours qu'elle connaît, elle le fait avec la canne blanche, puis elle le fait après avec mon chien guide. Une cinquantaine de mètres aller-retour. Et quand elle le fait avec mon chien guide, elle revient et on me décrit l'image. Elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Fière, droite, et tout. Par la force des choses, elle est obligée de marcher normalement. Et elle dit, oh ouais, moi je veux tenter l'expérience, quoi. Je fais un chien guide. Et là, je dis, c'est bon,
on y va. On a la première. Et tout démarre là, vraiment. Concrètement, c'est-à-dire que je touche du doigt les choses. Mais préalablement, en même temps que tout cela se fait, je suis allé rencontrer, je suis allé à l'Élysée, je suis allé dans les ministères, je suis allé des comités de pilotage avec la région, avec les départements, avec des institutions, rencontrer la Fédération française de chiens guides, etc. Et partout, c'était ben non, on n'est pas favorable parce que les écoles de chiens guides ne le sont pas. Ben tant pis. Je donne un terrain et en même temps, on va réfléchir comment on va construire l'outil de travail. Donc, on tente cette expérience avec Marlène et là, ça marche. Et en plus, on démarre par un projet compliqué, c'est-à-dire qu'elle, non seulement elle est scolarisée, mais en internat. C'est-à-dire que le chien va être 24 heures sur 24 avec elle. Il ne rentre pas à la maison, quoi. Hein. Et là, je vous remercierai jamais assez l'école de Villeurbanne, qui est le CTRDV, qui a joué le jeu avec son instructrice en locomotion, c'est celle qui lui apprenait à Marlène la technique de canne blanche. Et ça a été une réussite. Mais vraiment une réussite. D'ailleurs, Marlène, aujourd'hui, elle a des enfants, elle travaille et c'est génial. Et là, ça me donne un petit peu, si vous préférez, toutes les difficultés auxquelles je vais être confronté dans l'avenir. C'est-à-dire, ben oui, il y a les chiens, il y a l'éducation des chiens, il y a la nourriture des chiens, il y a les vétérinaires, il y a les financements, il y a la construction, il y a les autorisations, direction des services vétérinaires, si vous construisez un chenil. Enfin, on part d'une feuille blanche dès 2003, fin 2003, début 2004. Et là, le fait d'avoir remis un premier chien, ça me dit, mais en 2005-2006, ça me dit, mais pétard, c'est génial, ça marche, je sais maintenant quelles sont nos difficultés. Donc, avec Valérie Léa, qui est la personne qui avait participé à l'éducation de mon deuxième chien guide à l'école de Nice, qui elle était sortie du circuit d'éducateur de chien guide, et qui a éduqué le chien de Marlène, et en plus, c'est incroyable. Ce chien s'appelle Victoire. Premier chien qu'on remet s'appelle Victoire. Bon, je ne crois pas au côté symbolique, mais c'est... Un peu quand même. Hein. C'est sympa. Non, mais c'est quand on associe les choses, on est au fond du trou, quoi. Hein. On est loin d'être sorti de terre. Ouais. Et, mais c'est un premier geste d'encouragement, on va dire, ce petit Victoire. Ouais. Les mots ont leur signification parfois, et les noms aussi. Et là, je me dis, mais si demain, on a 3 ou 4 demandes, comment on va faire, etc. Donc, je retourne vers nos amis canadiens. On passe un partenariat technique. Il me dit, écoute, Frédéric, tu construis l'outil de travail, et nous, on te forme 2-3 éducateurs qui vont partir se former chez nous pendant 3 ans. Donc ça veut dire de 2007 à 2010, moi je dois trouver des financements pour construire l'outil de travail. Donc alors je gagne du temps parce que je donne un terrain familial. Ce terrain familial sur lequel, enfant, quand on me pose des questions, je dis mais j'étais tellement heureux, quoi. Il y avait ces grains de raisin que mes grands-parents ramassaient pour ce raisin de table, quoi. Hein. Qui était doré, j'étais heureux, moi, petit, de courir au milieu de ces rangées de vignes, des rangées de chasse-là. Et puis, c'était le bonheur, quoi. J'étais en harmonie avec la nature. Et je me suis dit, aujourd'hui, il n'y a plus les terres sont plus cultivées. Alors, donner ce terrain pour que des enfants demain, des enfants aux yeux éteints puissent partir avec leur chien guide et être heureux, comme je l'ai été moi enfant, pour moi, c'était une satisfaction. Ça me rend quelque part encore aujourd'hui heureux, parce que non seulement ça marche pour ces enfants-là, mais
c'est une transmission. C'est pas une transmission d'un héritage familial que je vends pour faire du profit, pour construire, comment dire, un lotissement. Non, non, non. Là, c'est pas pareil. Je donne cette terre qui a permis de nourrir des tas de familles. Je la donne pour que ces enfants-là, demain, partent avec leur chien guide. Et bien, eux aussi vont partir, grâce à leur chien, se nourrir l'esprit, faire des rencontres, et puis travailler, et puis eux aussi participer à nourrir d'autres personnes, ainsi de suite, quoi. J'étais dans si je puis dire, un aspect philosophique. Oui, ma philosophie, ça serait la transmission. Je transmets quelque chose qu'on m'a donné en excluant la notion de profit. Et je la bannis. Voilà, cette notion-là. Tu as bien raison. Voilà. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, Si. mais parce que je pense que... Parce que ça inverse en fait la volonté initiale souvent. Oui, mais ma richesse, si je peux avoir aujourd'hui, si je suis riche, c'est parce que je suis riche notamment d'avoir permis à des enfants, grâce à leur chienne, d'avoir cette lumière qui n'ont peut-être plus ou qui ont très peu. Ça, c'est riche. Mais j'ai pas capitalisé. J'ai capitalisé, oui, sur le bonheur de l'être humain, sur le bonheur des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, Frédéric, que ça? Pour moi, c'est l'essence même de ma vie. C'est de permettre aux gens qui sont en difficulté, tels qu'ils soient, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être comme tout le monde, de pouvoir vivre de leur travail, de pouvoir être heureux, dans leurs différences, de pouvoir être heureux dans leur genre, s'ils sont homosexuels, s'ils sont transgenres, s'ils sont peu importe. Mais c'est ça. C'est le bonheur de l'autre qui est important. Et moi, je suis heureux quand les autres sont heureux. On ne peut pas être dans le bonheur, et le bonheur, il n'est pas permanent et au quotidien, mais on ne peut pas être satisfait quand on sait qu'autour de soi, il y a des gens qui sont dans la souffrance. Tu sais, une question que je pose souvent, est-ce que les plus beaux moments de nos vies, on les a vécus seuls? La réponse est toujours non. Non, parce que, comme je dis, alors il peut y avoir des moments où on est heureux et seul. Quand on l'a choisi. Oui, mais quand on se retrouve, par exemple, je sais pas, sur un rocher au bord de la mer, où on entend le bruit des vagues, où on est un petit peu humidifié par l'écume des vagues qui s'écrasent sur les rochers. C'est une forme de bonheur mélancolique, un petit peu contemplatif. Oui, c'est du bonheur que l'on a avec soi. Voilà, c'est... Alors, après, il y a des gens qui retrouvent du bonheur dans les croyances, etc. Bon, ça, je sais pas, je connais pas. Moi, je suis heureux et j'ai du bonheur que quand je suis avec les gens. Voilà. C'est la continuité de mon enfance. Hein. On m'a construit en me donnant tous ces éléments-là. Je les ai pris et je les ai fait fructifier. Voilà, j'ai essayé de les développer, de les enrichir. Et effectivement, le bonheur se partage. Et moi, je le partage avec les autres. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui le partagent avec l'esprit, en étant en communion avec des choses immatérielles. Mais non, moi, j'aime bien partager avec les gens que je peux toucher et écouter.